Alors, bonjour tout le monde. On est déjà prêt pour notre deuxième keynote de la journée. Notre prochaine conférence accueille le directeur de l'ingénierie chez Thales. C'est une corporation française active dans les domaines de la défense, de la cybersécurité, de l'avionique, des transports ferroviaires et de l'intelligence artificielle. Et cette équipe s'attaque à des problèmes variés allant jusqu'au soutien des astronautes lors des premières missions habitées sur Mars. Vous comprenez que les personnes qui travaillent là, s'ils ont un problème avec leur tondeuse, ils vont régler ça juste avec leur pensée. Et il vient nous partager aujourd'hui son parcours épique de transformation d'un géant européen centenaire de la défense et de l'avionique. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Rémi Blanchette. Sound test, tout le monde m'entend? C'est bon? Premièrement, permettez-moi de vous dire, c'est vraiment un honneur pour moi de présenter ici à l'Agile Tour. J'ai commencé en agilité au début de ma carrière, en 1998. Donc, j'étais, disons, une voix dans la foule, je criais dans une salle vide. Jamais je me serais imaginé que 20 ans plus tard, on pourrait avoir 700 personnes dans une conférence à Québec sur l'agilité. Donc, c'est vraiment impressionnant pour moi, un peu intimidant. Vous me rendriez un fier service si vous pourriez vous approcher. J'aimerais vraiment ça, voir vos réactions. Fait que si ça ne vous dérange pas de vous lever juste pour ma présentation, c'est excellent pour moi. Mon sujet aujourd'hui, c'est... J'écoutais la première présentation, puis je trouve ça vraiment intéressant qu'on ait présenté en premier une statistique qui dit que 70 % de nos projets de transformation se passent pas très bien. Je serais curieux de savoir combien de ceux-là sont parce que les patrons ne sont pas on board avec la transformation. Donc, c'est vraiment mon sujet. Comment vous pouvez transformer ou aider à l'évolution de votre patron? Je vous avertis, mon style de présentation peut être un peu choquant. Je fais un peu exprès, c'est aussi ma personnalité. Donc, gênez-vous pas pour me lancer des tomates, pour partir à rire. Toutes les réactions sont les bienvenues. Si ça vous crée un petit inconfort, je fais à moitié par exprès. Donc, qui je suis? Ça fait 26 ans que je suis en informatique. J'ai travaillé essentiellement dans les domaines de la défense, renseignement militaire, avionique, des domaines dans lesquels, quand ça va mal, il y a des gens qui meurent. Donc, c'est assez lourd comme industrie. Aujourd'hui, je ne suis pas directeur de l'engineering de Thales, qui est une compagnie de 80 000 personnes. Je suis directeur de l'engineering de Thales Digital Solutions, qui est basé à Québec puis à Montréal. Donc, on parle ici de 100-125 personnes, grosso modo. Sous ma gouverne, j'ai une dizaine d'équipes qui sont tous agiles parce que je suis un coach agile. J'ai travaillé pendant plusieurs années à transformer des entités de Thales, essentiellement aux États-Unis, mais aussi au Canada, 4 à 5 000 personnes que j'ai formées, coachées, entraînées pendant des années. Je suis aussi un geek, donc dans toutes les catégories où on peut être un geek. J'adore les arts martiaux. J'en ai fait toute ma vie, j'en fais encore. C'est du jiu-jitsu brésilien présentement. Et je pense que par-dessus tout, peut-être par mon profil de personnalité, j'adore m'obstiner. Mais vraiment, je peux aller très loin. J'ai de la misère à lâcher prise. Je suis aussi reconnu pour mon manque d'humilité. Donc, évidemment, ce n'est pas si dur que ça pour moi d'arriver ici devant des centaines de personnes, parce que dans ma tête, je pense que je suis bon. Pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là? Pour moi, c'est presque impossible de transformer une entreprise, une entité substantiellement grande si on n'a pas les patrons on board. Pour transformer la culture d'entreprise, il faut absolument que le leadership soit d'accord avec cette transformation-là, embarque dans cette transformation-là. Le mouvement agile a tendance à être un grassroots movement qui part d'en bas, ça commence dans les équipes. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé il y a plusieurs années. Puis je me suis cogné pendant toute ma carrière à des gens qui ne comprenaient pas.
Donc, j'ai essayé de les influencer, j'ai essayé de leur faire comprendre, de leur faire voir la lumière dans tout ça. Et je pense que c'est vraiment inefficace de tenter cette transformation-là si on n'a pas le support de ces dirigeants-là. Donc, ma conjointe, qui est une Vénézuélienne, j'aime dire que je vis sous le joug d'une dictature latino-américaine et elle est, elle est conseillère pédagogique. Elle m'a dit, là, t'aimes ça parler de ces affaires-là, là, mais ça te prend juste un objectif, t'as pas assez de temps pour couvrir tout ce que tu voudrais couvrir. Donc, mon objectif, c'est de vous faire réfléchir, de vous faire vous questionner sur votre approche quand vous rencontrez vos supérieurs. Je suis sûr que j'ai plein d'agilistes convaincus ici qui tentent d'influencer des personnes. Je vais essayer, à travers mon expérience, de vous faire vraiment réfléchir sur quelle approche vous devez prendre pour réussir à faire ça, à influencer votre boss. Comment on va faire ça? Je suis un joueur de jeu de rôle, donc je vais jouer le rôle du patron, un peu désagréable. Donc, c'est moi le patron dans l'histoire, c'est moi le patron que vous devez convaincre. Et je vais essayer de vous faire voir comment un patron un peu caricatural peut voir l'agilité et les difficultés qu'on voit avec ça. Vous, dans l'histoire, vous êtes l'influenceur. Vous êtes la personne vous êtes le porte-étendard de l'agilité et vous cherchez à me convaincre de quelque chose. Donc, tout le monde est on board avec ça. Vous avez compris les règles du jeu? Je ne vais pas vous parler du manifeste agile aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde le connaît. J'utilise un autre manifeste, le manifeste de la culture digitale de Thalès, comme un canevas pour présenter mes exemples. Donc, pour présenter mes sujets. Donc, rapidement, je vous montre qu'est-ce que c'est ce manifeste-là. La personne que vous voyez à l'écran, Clara Juanes Valero, est vraiment une collègue, une amie à moi. C'est une jeune femme extraordinaire, extrêmement intelligente, qui a eu le mandat de créer un manifeste pour la transformation de la culture de Thalès. Pourquoi pas le manifeste agile en tant que tel? En fait, Thalès fait du hardware, fait du software, fait des systèmes compliqués. Puis le verbatim ne rejoint pas nécessairement tout le temps tout le monde, parce que c'est très orienté logiciel, comme vous savez. Donc, le premier de ces principes-là, je vais les couvrir vraiment, vraiment rapidement parce que ce n'est pas tellement le thème central de ma présentation, c'est plus comment convaincre le patron. L'autonomisation plutôt que le contrôle, ça veut dire essentiellement qu'on cherche à avoir une culture dans laquelle les équipes sont empowered, ils ont un pouvoir décisionnel local, on reconnaît un certain niveau de contrôle comme étant nécessaire, mais on préfère, comme dans le manifeste agile, mettre de l'accent sur le premier élément. On va avoir le maximum d'autonomie. Les données plutôt que les opinions. Là, c'est une traduction parce que, évidemment, le manifeste de la culture digitale de Thalès, une compagnie française, a été écrit en anglais. Donc, les données plutôt que les opinions. On veut avoir une culture qui est un peu plus data-driven. Mélanie disait dans sa présentation précédente que plus on ajoute de gens, plus c'est dur d'arriver à un consensus. Dans le monde du data-driven, dans la culture que Thalès veut, on veut établir les données, qu'est-ce qui est vraiment factuel. La collaboration plutôt que la protection au sens un peu périmétrique, là, les silos. Moi, je suis responsable de ça, toi, tu es responsable de ça, toi, tu es responsable de ça. Donc, pour éviter cette dynamique-là, on essaie d'avoir une culture qui est vraiment ouverte autour de la collaboration. Puis le dernier sujet, une culture qui favorise l'échec plutôt que la peur de l'échec ou le non-essai. Donc, on veut être dans une fail fast, fail friendly culture. Le manifeste a deux autres éléments que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui. Je les mets ici. Tester et apprendre plutôt que de planifier et utilisateur plutôt que client. Donc, chacune des sections qui suit, je vais vous présenter en premier lieu le point de vue du boss. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ensuite, je vais vous raconter une petite histoire, puis je vais vous donner quelques conseils, puis on va faire ça essentiellement 4 fois. Donc, sur le premier sujet, automatisation plutôt que le contrôle.
Je contrôle le cadre de l'autonomisation. C'est moi le patron qui tient cette responsabilité-là. Donc, même si on veut avoir des équipes qui sont autonomes, ultimement, si jamais ça ne se passe pas bien, ça va être ma responsabilité. Donc, c'est pas parce qu'une équipe est autonome qu'elle est responsable. Je vais vous raconter une petite histoire autour de ça, tout de suite après. Ensuite, la maturité d'une équipe, pour moi, c'est un prérequis à l'autonomisation. Donc, c'est un peu comme vous vivez, j'imagine, peut-être s'il y a des parents dans la salle avec vos enfants. Vous ne pouvez pas leur donner les clés du camion tout de suite en partant en disant « Papa, je voudrais conduire, bien vas-y, saute dans le char. » Il y a des vérifications, vous devez vous assurer, pourtant vous aimez vos enfants, vous avez confiance en vos enfants, mais vous ne leur donnez pas tout de suite. Vous devez être sûr qu'ils ne vont pas tuer quelqu'un en partant. Donc, le niveau d'autonomie qu'on peut donner à une équipe, bien, c'est le niveau d'autonomie qui est relatif à ce que cette équipe-là va avoir démontré en termes de résultats, en termes de maturité. Là, je suis conscient que je ne suis vraiment pas dans la vibe d'agiliste. L'autonomisation, c'est une délégation d'autorité. Ce n'est pas un transfert complet de ça. Ça ne veut pas dire que le management, que le patron est plus impliqué dans tout ça. Il y a encore, lui aussi, des comptes à rendre à ses boss. Donc, c'est une délégation d'autorité formelle. Fait que si vous venez me voir pour me parler de ça, et je suis un agiliste convaincu, je vous l'ai dit, je suis un coach agile, je donne encore des cours régulièrement, mais je suis aussi responsable de tout ça. Donc, je vous raconte une première histoire. Il y a quelques années, j'ai une équipe qui vient de terminer la phase 1 d'un projet. C'est vraiment c'est un succès sur toute la ligne, là. Donc, je le fais rapidement. C'est la construction c'est une preuve de concept d'optimisation de processus dans le monde naval. Donc, tout est beau, le back-end fonctionne très bien, le front-end est super, les algos marchent bien, puis là, on arrive à l'étape de maturation, scalability, puis dans l'organisation dans laquelle on est à l'époque, bien, les skill sets pour la mise en prod impliquent un transfert un peu de l'ownership de ce sujet-là vers une autre équipe. C'est toutes des équipes agiles, c'est toutes des équipes autonomes. Qu'est-ce que la deuxième équipe fait quand on leur donne le sujet? Ils utilisent leur autonomie pour refaire tout ce que la première équipe a fait. Rechanger tous les choix technologiques. Ils ont changé le langage, ils ont changé la BD, ils ont changé Il n'y a rien qu'ils ont conservé de ce que l'équipe avait livré qui était un succès sur toute la ligne, je vous le répète. Quand, là, on se rend compte qu'il commence à avoir des retards, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi la démo, on commence à avoir des problèmes de qualité. Évidemment, je commence à me sentir concerné, je suis responsable de ça, je commence à poser des questions. Quand je leur pose des questions sur « Ouais, mais pourquoi vous avez changé cette techno-là? » « Oui, mais c'est parce qu'on voulait explorer ce truc-là. OK. Pourquoi vous avez changé la BD? Ben, c'est parce que ça me tentait. Pourquoi est-ce que... je vois du monde rire, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation-là. Donc, je suis un peu choqué, évidemment, de voir ça, de voir le manque de raisonnement qui est derrière. Fait que là, on met une certaine pression, on pose des questions, on essaie de steerer l'équipe pour corriger la situation. Ça cause des conflits, ça cause même des départs. Le projet va de plus en plus mal. Puis au final, bien, il faut qu'on rentre du monde de plus parce qu'on ne réussira pas. Donc, là, j'envoie une équipe de Tiger Team. Hein? Des vrais seniors qui ont toutes leurs preuves, ils sont super bons dans tout ce qu'ils font. Ils ont un long historique de succès. Puis au final, qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent le contrôle du projet? Ils refont tous les choix que l'équipe 2 a fait et que l'équipe 1 a fait. Donc, ce n'est pas une question d'expérience,
Ce n'est pas une question de capacité, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas bien le problème. Ils se sont tous pendus les uns après les autres avec la corde qu'on leur a donnée. L'échec, ce n'est pas le leur. L'échec, c'est le mien. C'est moi qui ai échoué à donner le cadre. Quand on est passé de l'équipe 1 à l'équipe 2, j'aurais dû être hyper clair sur quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce que vous pouvez changer, puis qu'est-ce qui va prendre une validation puis une autorisation. Donc, pour moi, la morale de cette histoire, c'est que c'est la responsabilité du leader de setter le cadre, et dans ce cas-ci, la mienne. Quand tu rencontres ton boss et que tu veux amener des sujets sur l'empowerment, sur l'agilité, il faut que tu t'imagines que ton patron a une certaine compréhension, compétence sur le sujet. Fait il faut que tu présentes, là, je sais pas si vous voyez bien le texte, là, mais je vais passer vraiment rapidement là-dessus. Ce qui est important, c'est d'être solide dans vos bottes. Vous devez présenter avec aplomb, vous devez illustrer vos idées, vous devez vous mettre à la place de la personne qui est responsable, puis pas juste penser aux avantages de votre idée pour vous. Qu'est-ce que ça change pour les autres équipes? Qu'est-ce que ça change pour le département? Comment la compagnie va gagner de cette transformation-là, de ce changement que vous amenez, et qui va en souffrir? Parce qu'il y a rarement des idées qui sont juste des wins sur toute la ligne, là. Il y a quelqu'un quelque part qui va devoir s'adapter, il y a quelqu'un qui va devoir apprendre quelque chose de plus, il y a quelqu'un qui va payer le prix de cette suggestion. Donc, avez-vous fait vos recherches? Est-ce que vous avez validé que cette idée-là n'a pas été présentée 214 fois précédemment? Est-ce que vous êtes solide quand vous présentez vos propos? Le point final, c'est quand vous rencontrez votre boss, est-ce que vous cherchez à l'influencer ou vous lui donnez juste une occasion de vous renvoyer faire vos devoirs? Parce qu'il doit évaluer la pertinence de ce qu'il va recevoir comme info. Donc, arriver avec juste une bonne idée puis la tirer de l'autre côté de la clôture en espérant que ça se fasse, ce n'est pas la bonne méthode pour influencer votre patron. Deuxième sujet, les données plutôt que les opinions. Celui-ci, c'est vraiment un sujet qui est difficile pour moi parce que je ne suis pas du tout data-driven. Mon opinion, j'ai 48 ans, mon opinion vient de 48 ans de data. Donc, j'ai travaillé sur un paquet de projets. Je connais la techno, je connais l'agilité. Il y a plein d'affaires que je sais. Donc, si tu arrives avec des données qui sont un peu faibles, qui servent ta cause, mais qui ne sont pas complètes ou qui sont triviales, vous allez vous faire démonter. Moi, je suis en plus une personne intuitive. C'est difficile pour moi de penser dans l'axe des données. La plupart du temps, quand je sais quelque chose, je sais que je le sais avant de savoir pourquoi je le sais. Donc, il faut que je reverse engineer mon raisonnement pour finalement savoir qu'est-ce qui est derrière. Ah, je suis vraiment tard. Quelques données pour vous. Donc, je maîtrise mon périmètre, je maîtrise nos projets, nos offres. Vous n'allez pas me prendre les culottes à terre avec des informations qui sont trop faciles d'obtention. Je n'ai pas d'histoire pour celle-là, mais je vais vous raconter comment j'ai évolué sur la question. Mon ancienne patronne, Caroline, était quelqu'un d'extraordinairement data-driven. Une femme remarquable, vraiment intelligente, que j'adore. À chaque fois que j'arrivais avec une idée vers elle, elle me demandait tout le temps « Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait croire ça? » Mon argument, c'était tout le temps « Je pense qu'on devrait. » J'avais jamais de racines solides au niveau des données. Donc, évidemment, Caroline refusait d'entrée de jeu tout ce que je lui présentais. Donc, elle me retournait faire mes devoirs sans arrêt. Elle m'a forcé
à m'adapter. Et c'est une très bonne chose. Puis si vous avez des patrons ou des gens que vous cherchez à influencer qui sont vraiment très différents de vous, bien, adaptez-vous à cette personne-là. C'est comme ça que vous allez devenir meilleur. C'est comme ça, vous ne devez pas repousser ça ou blâmer cette différence-là. Vous devez vraiment embrasser cette différence-là pour réussir à évoluer puis à convaincre la personne qui est devant vous. Trouver sa monnaie d'échange, ça veut dire, la plupart des gens, ils ont des choses qui vont les faire vibrer. Moi, on va venir me chercher avec le commitment, avec la qualité, avec le delivery. C'est comme ça qu'on va venir me chercher. Mais un autre patron, ça pourrait être la réputation de l'entreprise ou la vision générale d'un produit ou un truc comme ça. Présentez vos sujets dans l'axe qui va venir s'accrocher dans la monnaie d'échange de votre patron. Ça va faire toute la différence du monde sur la qualité d'écoute que vous allez recevoir. Donc, moi, si vous me présentez quelque chose qui n'a aucun impact sur la livraison de nos projets, alors que c'est ma responsabilité principale, bien, c'est sûr que ça passe loin dans les priorités parce que c'est mon driver, c'est ma fonction. Si vous allez vers un patron que vous ne savez pas c'est quoi sa monnaie d'échange, bien, peut-être vous devriez apprendre à le connaître un peu avant d'arriver avec vos idées. Assurez-vous que les données que vous présentez sont vraiment synthétisées, qui ne sont pas triviales. Vous allez maximiser les chances d'influencer le patron. Donc, la question que je pose ici, que je vous pose, c'est quand vous rencontrez votre patron, est-ce que vous cherchez à avoir raison à votre façon ou en fait, vous cherchez vraiment à l'influencer? Parce que si vous n'adaptez pas votre communication sur votre auditoire, bien en fait, vous êtes plus dans votre posture et ce qui fait votre affaire comme style de communication. La collaboration plutôt que la protection. Donc, comme je vous expliquais plus tôt, c'est au niveau un peu périmétrique, cette idée-là, l'histoire des silos. En tant que patron, je protège mon périmètre. Je suis complètement à l'opposé de cette idée-là. Ma fonction, c'est de protéger mon département, la compagnie, les gens qui travaillent pour moi, ils sont à ma charge. Donc, s'ils ne réussissent pas, c'est de ma faute. S'ils démissionnent, c'est de ma faute. Donc, c'est tout le temps de ma faute. Donc, c'est sûr que je vais être défensif sur mon périmètre. Je vais surtout être axé sur ce qui va se passer à l'intérieur de mon silo. Ce n'est pas pour rien qu'on se cogne autant sur la fameuse dynamique des silos. Il y a quelqu'un qui est responsable, qui est en haut dans la hiérarchie, responsable de la défense puis de l'exécution à l'intérieur de ce périmètre. Ma récompense, c'est un fardeau qui est lourd. Et de plus en plus lourd, plus il est grand, ce périmètre. Donc, quand vous arrivez devant votre patron, idéalement, vous devez être un peu conscient de ces trucs-là. Ça ne veut pas dire encore là que je suis contre la collaboration. Je veux collaborer, mais ultimement, je suis aussi responsable d'autre chose. Donc, encore là, c'est des ajustements. Je vais vous raconter une autre histoire. Il y a une vingtaine d'années, j'étais jeune, 28 ans, au début de ma carrière. J'étais, à l'époque, un programmeur .NET extraordinaire. J'étais vraiment, vraiment bon. Donc, je vois des gens, je sais parce qu'ils me connaissaient à cette époque-là. Du moins, je pensais que j'étais vraiment, vraiment bon. Puis j'étais chef d'équipe. Ça, c'était un big deal, ça. J'étais jeune, j'avais réussi à devenir chef d'équipe. J'étais passé de stagiaire à architecte à chef d'équipe vraiment, vraiment rapidement. Je prenais toutes mes décisions en équipe. C'était mon équipe. Quand les gens sont arrivés, quand il y a eu des changements, à un moment donné, j'ai eu un autre superviseur. Bien, je me suis, pour ainsi dire, emmuré dans mon équipe. Quand le chef de projet venait me voir et qu'on avait des problèmes de livraison, qu'est-ce que je disais? Je disais, tu as juste à renvoyer les autres pas bons au bureau. Ça va aller plus vite. Donc, vous voyez un peu comment j'étais à cette époque-là. Un jour,
quelqu'un est venu m'informer que je n'étais plus chef d'équipe. Évidemment, je n'ai pas vu ça venir du tout. Et encore aujourd'hui, je me dis, c'est un des plus grands services professionnels qu'on m'a rendu. J'étais négatif, j'étais arrogant, mais arrogant, là, comme vous avez du mal à vous imaginer comment quelqu'un peut être arrogant et avoir réussi à garder son emploi aussi longtemps. Donc, j'étais extraordinairement arrogant. Ultimement, cet échec-là m'a fait re-questionner tout ça. Puis si j'avais à réécrire cette histoire-là, je me dis, bien, finalement, c'est cette personne-là qui m'a dit que j'étais un leader négatif alors que j'étais encore un enfant dans mon métier qui maîtrisait à peine les sujets. J'avais des responsabilités trop grandes. Si j'avais été plus ouvert, si j'avais été plus ouvert à la critique, peut-être que j'aurais progressé plus rapidement. Donc, ma position était vraiment celle de défendre mon petit royaume, mon rôle. Quand tu rencontres ton patron, il faut que tu te gères. Il faut que tu contrôles tes émotions. Moi, je suis quelqu'un d'assez animé, assez colérique. Donc, ça a été un défi et c'est encore un défi pour moi à tous les jours. N'oubliez pas que c'est un être humain, la personne qui est devant vous, qui a des lourdes responsabilités. Humanisez-le. Si vous ne vous intéressez pas à c'est qui votre boss, si c'est juste une case au-dessus de votre tête ou un obstacle à dépasser, ça ne marchera pas. Vous n'aurez jamais l'influence que vous voulez avoir. Vous n'allez pas réussir à le transformer. Vous n'allez pas réussir à le faire changer d'idée sur à peu près quoi que ce soit. Vous devez l'écouter, même si vous trouvez ses positions un peu vieillottes ou dinosaures. Il a quelque chose à apporter. Il y a des années d'expérience. On dit que l'expérience est la somme des erreurs non répétées. Donc, vous devez avoir une attitude d'ouverture face à votre boss si vous voulez avoir la chance de l'influencer. Donc, tu cherches à protéger ton petit royaume ou tu cherches à m'influencer? L'échec. Bon, je suis responsable des résultats. Évidemment, l'échec, ça m'énerve. C'est pas, même si on veut avoir une culture qui est fail-friendly ou fail-fast, on me demande de ne pas échouer. Je suis responsable constamment de démontrer ou d'expliquer pourquoi on est en retard, pourquoi ça ne va pas bien, et tout ça. Et ultimement, dans toutes les organisations, quand tu montes jusqu'en haut, en fait, tout le monde s'en fout des échecs. Là. C'est vraiment résultat, résultat, résultat. Que ce soit les shareholders de la compagnie, le CEO, ce discours-là de l'échec ne tient pas jusqu'en haut de la pyramide d'une compagnie. Donc, ton échec, c'est mon échec. Fait que quand tu viens me voir, il faut que tu saches que si tu proposes quelque chose qui est vraiment risqué, puis que j'ai l'impression qu'on s'en va dans le mur, a priori, même si je veux être dans une culture d'expérimentation où on permet ce genre de choses, bien évidemment, je vais te questionner. Je ne peux pas blâmer les autres. Il y a des équipes qui arrivent à une situation d'échec, puis ils vont dire « Ah, le problème, c'est IT, le problème, c'est le procurement, le problème, c'est à gauche, à droite, en haut, en bas. » Moi, je ne peux pas faire ça. C'est ma faute à moi. Donc, quand tu viens me présenter ce genre de sujet-là, quand tu essaies de m'influencer, il faut que tu aies ça à l'esprit. Il n'y a pas de safe space. Prendre une décision qui est risquée, ça prend du courage. Je ne peux pas mettre autour d'une équipe, autour d'une personne, un petit nuage qui va absorber tous les problèmes de l'univers. Autrement, c'est moi qui les prends tous sur mes épaules. Mais ça n'existe pas, cette idée-là. C'est vraiment quelque chose qui est hyper répandu, là, la notion de safe space. En tant que patron, bien, je ne peux pas vraiment garantir ça. Je ne peux pas vraiment mettre ça de l'avant. Je n'existe pas dans un safe space. Si ça va mal, je vais me prendre des claques. Donc, quand tu veux essayer quelque chose, quand tu veux proposer quelque chose d'innovant, quand tu veux essayer de m'influencer, de me transformer, analyse les risques. Arrive pas juste avec ton idée, arrive avec comment ça pourrait mal aller. Valide ton idée. Tu n'es sûrement pas la première personne à avoir cette idée-là. Donc, t'en as-tu parlé à tes collègues? T'en as-tu parlé autour de toi? T'as-tu fait tes devoirs?
illustre. Si on se plante, on va-tu au moins apprendre quelque chose? On dit qu'on veut être dans le fail friendly, fail fast. OK, qu'est-ce que je vais apprendre? C'est-tu le plus court chemin pour apprendre quelque chose? Si on prend le risque, il faut au moins que je sache que si ça ne marche pas, on va pas être sur la case départ, on va avoir progressé quand même. Assume les conséquences de l'échec. C'est ton idée. L'empowerment, ça veut dire aussi que si tu prends une décision qui est la mauvaise décision, bien, tu vis avec les conséquences de ta mauvaise décision. Il ne faut pas que ça devienne le problème des autres à partir de ce moment-là. Donc, finalement, est-ce que tu essaies de faire ce qui te tente ou tu essaies de m'influencer? En conclusion, quand vous allez rencontrer votre patron, essayez de vous imaginer qui pense qu'il est le meilleur leader. Il est assez convaincu, en fait, qu'il est là parce qu'il est bon. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça l'est moins. Mais ultimement, c'est probablement la posture dans laquelle il est. Donc, il n'a pas vraiment le droit à l'échec. Il pense, je pense, que j'ai toujours d'excellentes raisons pour penser ce que je pense. Est-ce que j'ai tort? Ben oui, j'ai tort de temps en temps. Mais ultimement, je suis aussi le gardien des façons de faire. J'ai construit le statu quo. J'étais là quand on a décidé de choisir de faire tel processus, de corriger tel rôle. C'est mes idées qui sont en face de vous. Donc, évidemment, quand vous venez me présenter quelque chose pour m'influencer, il faut que vous imaginez que je suis attaché à ces idées. C'est moi qui les ai mis en place. Donc, si vous n'avez pas cette sensibilité-là, si vous ne comprenez pas ça, si vous faites juste me mettre au encore en disant « Ah, le vieux dinosaure, on va essayer de le contourner », bien, ça ne risque pas de bien aller. Mon ego, en tant que patron, est plus grand que votre bureau. Donc, c'est pas facile de convaincre quelqu'un qui a eu du succès, puis qui a eu de la reconnaissance, qui est certain que c'est à cause qu'on fait les choses d'une certaine façon qu'on est rendu là où on est. On est un peu vissé dans nos croyances, dans nos positions. Donc, ça va vous prendre beaucoup de tact et d'effort. Puis, ultimement, c'est comme ça que vous allez y arriver. Ma dernière histoire. Donc, il y a quelques années, 3 ans d'ici, je me rends compte dans ma carrière que je me cogne à un mur. J'ai l'impression d'avoir atteint le plafond de verre. J'ai plus de progression. On m'écoute plus pantoute. C'est vraiment... les gens qui travaillent pour moi m'écoutent, mais mes boss vers le haut, je suis vraiment facilement mis de côté. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, donc j'essaie d'analyser et de comprendre la situation. Puis je me dis, bon, ben, Thales donne des cours de leadership. Ils ont toutes sortes de programmes de leadership intéressants. Donc, je m'inscris dans un de ces programmes de leadership-là. C'est un programme d'1 an. Puis à toutes les fois que je vais d'une semaine à une autre, à une session, je me dis tout le temps, crème, je pourrais donner ce cours-là, finalement. J'apprends rien aussi. Mais je suis quand même... Je cherche un angle. Je suis dans un cul-de-sac. Je n'arrive pas à trouver comment convaincre mes patrons. Je sors du programme de leadership un peu sur ma faim, mais ça m'a rendu curieux. Donc, je suis intéressé au sujet. Puis, tu sais, j'ai toujours intéressé dans les façons de faire puis l'agilité. Donc, je m'inscris à Audible. Je commence à écouter des livres sur le leadership. Donc, vous avez vu quelques auteurs durant la présentation. Puis là, je suis en train d'écouter un livre de Jocko Willink qui s'appelle « Extreme Ownership ». Je suis en route de Montréal à Québec. Puis là, moi et Jocko, on connecte. C'est mon genre de personne. Il parle comme moi, il pense comme moi. Ça fait des heures et des heures que je l'écoute. Puis je suis sûr qu'il va me donner l'affaire que je cherche depuis des semaines, des mois, qui va m'aider à convaincre le monde. Puis là, il dit à convaincre le monde. Puis là, il dit la phrase suivante. Il dit, il y a un seul leader que j'accepterai pas de suivre sur le champ de bataille, puis c'est le leader qui manque d'humilité. Pause dramatique. J'arrête la voiture. Je recule de 2 minutes. Je dis, tu bien dans... Là, Jocko Willink, c'est le gars qui a révolutionné l'entraînement des Navy SEAL américains suite à la bataille de Ramadi. Là. C'est vraiment... C'est un tough, là. Il n'est pas en train de me dire
qu'il faut que je sois humble. Donc, je réécoute, ben oui. Puis à ce jour, je vous le dis franchement, vous devez le sentir, là, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de ma carrière. Toute ma vie, il m'a fallu 45 ans avant d'accepter le simple fait que je ne sais pas tout. Puis qu'en fait, mon boss, mes collègues, mes employés ont probablement quelque chose à m'apporter. Puis que si je change ma façon d'être, je vais peut-être avoir des résultats qui sont différents. Donc, en conclusion, j'aimerais ça vous dire, puis je pense qu'on va avoir le temps pour des questions un peu. Si vous voulez réussir à influencer votre patron, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est essentiellement de devenir un meilleur leader que moi. La solution n'est pas dans une maîtrise supplémentaire des techniques de l'agilité, elle est dans votre capacité en tant que leader à influencer les gens qui sont autour de vous, peu importe le sujet. Puis c'est ce que moi, j'ai négligé pendant des années. J'ai toujours été un agiliste convaincu, mais je n'ai pas assez investi dans mon développement personnel puis dans le développement de mon leadership pour réussir à influencer les gens que j'aurais voulu influencer. J'ai 2 autres planches. J'ai mis des petits messages clés. Je les ai couverts essentiellement dans la conversation, dans la présentation. Vous pouvez les prendre en photo. Je pense que le matériel, vous allez y avoir accès aussi. Puis, j'ai mis aussi une bibliographie des livres que j'ai lus. Ils ne sont pas tous là. Je lis un livre par mois depuis à peu près 2 ans sur le sujet. Audible, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon. J'ai de la misère à lire, donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Fait que là-dessus, j'ai fini. Si vous avez des questions, ça me fait vraiment plaisir. J'aime vraiment les interactions. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez me lancer des tomates, vous pouvez me dire « Ah, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool ». Si ça vous intéresse d'en entendre plus parler, vous pouvez me connecter avec moi sur LinkedIn. C'est bizarre, j'entends un feedback. Oui? Question? Quelqu'un? Oui, je pense que tu as un micro là-bas. Oui, merci Rémi. Belle présentation. Tu as parlé de l'autonomie des équipes quand il y a une manquée de maturité. Donc, pour toi, c'est quoi une équipe mature versus immature? Oui, pour moi, une équipe mature, c'est une équipe qui a un processus de décision qui est mature, qui va peser et sous-peser l'ensemble des critères, des personnes, des processus, des sujets qui vont être touchés par la décision. Donc, est-ce que tu prends ta décision tout seul dans ton coin ou est-ce que tu prends en compte l'ensemble des objectifs du projet, l'orientation stratégique de la compagnie, le développement des personnes? Tu ne peux pas juste dire je vais prendre ça parce que ça me tente, là. Donc, il faut regarder plus large, il faut lever la tête. C'est pas juste à propos de toi, c'est pas juste à propos de ton équipe, c'est pas juste à propos de la livraison. Quand le management arrive avec une direction, c'est souvent parce qu'il y a toutes sortes de ces facteurs-là qui sont en jeu. Ça répond à ta question? Oui, merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi. Oui. Et encore une fois sur l'autonomie. Dans ta présentation, tu avais dit qu'il faut t'engager. Puis après ça, tu as dit tu es cochon, tu es tu es poule. Peux-tu m'en dire plus? Je parlais de l'analogie je ne sais pas si vous connaissez l'analogie qu'on utilise beaucoup en Scrum sur je le connais en anglais, là, le chicken and ham. Donc, on dit essentiellement que sur un projet ou sur n'importe quel niveau d'engagement, le cochon, lui, il est connu parce que ultimement, il va y laisser un morceau de lui. En fait, l'analogie, c'est sur l'histoire d'un restaurant qui s'appelle Bacon and Eggs. Puis là, on dit la poule est juste involved parce qu'en fait, elle pond un œuf, mais elle va s'en sortir bien versus des gens qui sont vraiment engagés. Puis quand je parlais de ça spécifiquement,
c'était pour parler du fait que quand vous amenez des idées, quand vous amenez un projet, quand vous voulez transformer les façons de faire, arrêtez pas à l'idée de « moi, j'ai fait ma job, j'en ai parlé à mon boss, puis c'est terminé. » Si ça valait la rencontre, est-ce que ça vaut l'effort? Est-ce que ça vaut l'analyse? Est-ce que ça vaut l'engagement? Parce que si vous arrivez juste comme un whistleblower en disant « j'ai une idée, je te mets ça sur ton bureau, puis ensuite je m'en vais », versus quelqu'un qui arrive avec une idée, avec un plan, avec un vrai engagement pour l'implémentation de son idée, bien là, on est ailleurs. Là. Donc, c'était ça mon point quand j'ai parlé de ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. Bravo. Sans problème. Quelqu'un d'autre? Oui. Désolé. Oui, vas-y, Renaud. En fait, malgré ce que tu as dit, tu étais un bon leader, là, mais on n'est pas là pour ça. Comment, parce que moi, ça m'arrive souvent, là, on fait face à des boss ou des clients qu'on connaît peu ou pas. On arrive avec une idée, puis ce que tu as exprimé, ça m'arrive souvent. Ouais. Comment tu fais pour... Quel truc tu auras à me donner pour apprendre qui c'est mon client, mon boss ou ainsi de suite? Oh. Puis, tu dis, on va l'humaniser. Ouais, OK, c'est correct, là, mais je le connais peu ou pas. À part la commande qu'on m'a donnée au début, puis le résultat avec lequel j'arrive à la fin. Oui. Personnellement, mon angle, ce serait vraiment d'essayer d'y aller en posant des questions. C'est-à-dire que plutôt que d'arriver avec une solution qui est trop pré-mâchée, voici les hypothèses, je les valide, je te pose des questions, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu penses vraiment, c'est quoi tes drivers. Si tu présentes à quelqu'un et tu ne sais pas qu'est-ce qui est important pour cette personne-là, ce serait peut-être mieux d'anticiper cette présentation-là avec un petit call juste pour apprendre à déminer le terrain un peu, là, ça c'est sûr. Là. Sinon, on va vers des meilleurs clients. Oui. Merci, Denis. Très, très belle présentation. J'aimerais savoir, as-tu déjà eu des situations ou vécu des situations où est-ce qu'il faut bypasser le patron? Ça va tellement pas qu'il faut remonter d'un niveau. Jocko Willink vous dirait, c'est la dernière affaire que vous devez faire. La dernière. Last line of defense. Là. Donc, si vous avez vraiment, vraiment tout essayé, puis qu'en plus, vous êtes dans une position où potentiellement, il va y avoir des conséquences graves, votre boss est en train de faire de quoi qui est louche ou illégal, oui, là, vous avez une bonne raison de le contourner. Mais de façon générale, là, bypasser son boss, ça backfire. C'est rarement une bonne idée. Premièrement, vous envoyez le message que la loyauté, ce n'est pas pour vous. Hein? Donc, vous ne respectez pas sa position. Donc, ultimement, pourquoi est-ce qu'il respecterait la vôtre? Vous placez tout de suite dans une position de générer un conflit avec la personne qui va probablement être capable de faire arrêter votre projet ou votre idée. Donc, il faut vraiment aller chercher ça. C'est vraiment la dernière chose. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Bien, comme je vous ai dit, j'étais vraiment arrogant à mort. Là, donc, oui, j'ai fait ça. Et oui, ça a mal été. Donc, c'est vraiment pas un conseil que je donne, que je donne à tout le monde. Au contraire, je vous dis, prenez le temps de comprendre c'est qui votre patron, qu'est-ce qui va le faire vibrer, puis comment vous pouvez l'influencer là-dedans. Merci beaucoup. Oui? Yes? Oui, salut. Une question à 2 volets. Dans les 5-10 dernières années, comment tu pourrais évaluer au niveau de la haute direction, est-ce qu'elle a évolué vers un mode plus ouvert ou elle est de plus en plus protectionniste? C'est une excellente question. Premièrement, je ne pense pas que de façon générale, on a fait évoluer tant que ça le haut de la chaîne de décision. Je ne suis même pas sûr que c'est possible. C'est justement une des raisons pour lesquelles je pense que ça vaut la peine de parler du rôle du leadership là-dedans. Parce que tôt ou tard, surtout dans une grande entreprise, tu vas finir par frapper des gens qui sont en fait même pas dans ton domaine.
ne sont même pas dans le domaine du logiciel ou même du développement de système. Quand tu arrives assez haut, c'est des gens qui ne sont pas du même métier. Donc, ils ne vont pas nécessairement adopter facilement ces sujets-là. Maintenant, Thales le reconnaît. Ils ont demandé, ils ont créé, en fait, une petite entité, puis ils ont demandé à ma collègue Clara de créer un manifeste pour la culture de Thales. Puis elle est mandatée pour parler de ça, pour présenter ça. Puis elle a une armée de ce qu'on appelle les culture captains chez Thales, dont je suis en train de faire le training. Mais la compagnie investit dans tout ça parce qu'ils savent que la culture d'entreprise a un impact énorme sur les résultats. Donc oui, ils sont ouverts à ça, mais si je m'en vais voir les grands patrons de la boîte, ou même les patrons des patrons qui sont ultimement les actionnaire, c'est pas, on n'a pas une vraie prise sur ce sujet-là. On voit beaucoup aussi, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là, Oui, cette première partie-là, oui, merci. La deuxième partie, tu me rappelles? Avec le constat que tu viens d'adresser, puis avec ce que vous faites, là, au niveau pratique, comment on influence ces gens-là? Ces gens-là, ils sont result-driven. Donc, si les résultats sont là, ils vont vous laisser faire, ils vont embarquer tant que les résultats sont là. Donc, si vous n'êtes pas dans une dynamique de promotion des résultats, de défense des résultats, je le disais dans ma présentation, je suis responsable des résultats. Donc, si demain matin, on veut faire changer nos façons de faire, que ce soit parce qu'il y a un nouveau trend en agilité ou n'importe quoi d'autre, ultimement, je vais regarder ça dans cet angle-là. Si on est capable de me démontrer qu'on aura de meilleurs résultats ou que j'ai une raison de croire suffisamment étoffée qu'on aura des meilleurs résultats, ben oui, je vais sauter dans le projet. Je te remercie pour tes considérations. Merci. Il reste encore 2 minutes. D'autres questions? Bonjour. Oui. Quand l'équipe en place est plus mature que la gestionnaire qui vient d'être nommée, puis le manque de courage dont la gestionnaire fait preuve cause une démobilisation générale de l'équipe, quelle approche on peut prendre? OK, je rephrase la question pour être sûr que j'ai bien compris. Donc, quand la gestionnaire qui vient d'être nommée a moins d'expérience que l'équipe. C'est la même approche. Il faut que l'équipe expérimentée, l'équipe mature, ait des leaders dedans. Si l'équipe a eu des bons résultats, mais il n'y a pas de leader dans cette équipe-là, il n'y a personne qui prend la responsabilité sur ses épaules, le nouveau gestionnaire qui arrive, c'est pas sur qui s'appuyer, qui va vraiment l'aider à s'assurer que tout ça va bien se passer, qui va partager le fardeau qu'il a sur les épaules. Fait que s'il n'y a pas de leader qui est identifiable dans cette équipe-là, s'il n'y a personne qui va voir le nouveau gestionnaire en disant « T'arrives, moi je vais t'aider, inquiète-toi pas, ça va bien aller, voici comment les choses fonctionnent ici, si tu as des questions, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps de t'expliquer. » Si tu arrives dans une dynamique où tu soutiens ton nouveau gestionnaire, déjà tu bâtis une relation de confiance. Tu bâtis une relation de confiance, ça va être beaucoup plus facile d'influencer cette personne-là. Ça répond-tu à ta question? En partie. Tu peux prendre le micro si tu veux. J'ai fait la job de leadership, ça allait bien, mais là, c'est plus qu'un manque de courage pour suivre la vie de ses professionnels. Oui, bon. C'est sûr que le courage, c'est vraiment... c'est pas trendy, hein? On est vraiment... on pousse des messages qui sont... il n'y a pas de risque dans la société, tout le monde est safe. Donc, on ne crée pas des conditions dans lesquelles on fait émerger le courage. J'ai justement eu une grosse conversation avec Clara sur cet aspect-là il y a quelques semaines. C'est vraiment tout un défi. Moi, je dirais essayer de l'incarner,
Donc, démontre le courage, essaie d'inspirer la personne. Ce serait mon meilleur conseil. Bon. Merci beaucoup, Rémi. C'est tout le temps qu'on avait. Très beau travail. Merci. Good job. On est tellement agile, on avait une demi-heure de retard, même avec 2 conférences puis des questions. On a retrouvé l'heure, le tempo de la journée. Fantastique. On a 10 minutes de pause. Prochaine conférence, la dernière avant le lunch à 11h. À tout de suite, tout le monde.